Bonjour. Voilà, je vous laisse découvrir à l'écran l'objet de cette conférence, l'histoire de la seigneurie de Primet. Elle complète notre journée culturelle Port-Sainte-Marie d'octobre 2021. Mais cette conférence n'aurait pu avoir lieu à cette époque, car les archives de Primet, tout juste découvertes, n'avaient pas encore été exploitées. En effet, comme vient de le dire Pierre Simon, l'acquisition par les archives départementales début 2021 des papiers de la famille de Sevin a mis en lumière cette petite seigneurie qui, n'ayons pas peur de l'avouer, n'aurait rien de remarquable si ce n'était la qualité de ses détenteurs, de ses propriétaires et le prestige de leurs relations. C'est ainsi que, tour à tour, nous évoquerons, furtivement il est vrai, Montluc, Montaigne, Théophile de Viau, Montesquieu et Viollet-le-Duc. Où est Primet? Vous avez cette photo aérienne qui vous situe ce lieu-dit, ce simple lieu-dit à présent, sur la route qui relie Port-Sainte-Marie à Aiguillon. Un peu avant Boussert, qui vous est représenté ici, le Boussert de Théophile de Viau, chez qui prend naissance ce petit ruisseau qui fait la limite. Je vais l'indiquer à l'écran. Ah, je reviens. Je crois que je n'ai pas le droit de toucher le ruisseau qui fait la limite entre Boussert et Primet. La seigneurie de Primet, elle, était rattachée à la ville royale de Port-Sainte-Marie. Notons aussi le passage de Thouars, qui est le gué par où la voie néolithique dite la Ténaraise franchissait la Garonne. Il est possible que l'existence de Primet soit liée à ce point stratégique, mais ce n'est qu'une simple conjecture. Le cadastre napoléonien de 1826 montre Primet à peu près comme il est aujourd'hui, un long bâtiment aligné sur la route et en retour d'équerre, un logis construit autour d'une cour fermée. Notons le lieu-dit Marès, qui rappelle le voisinage de la Garonne et peut-être son ancien lit. Toutefois, le sectionnement cadastral est ici réducteur, car le domaine de Primet allait du fleuve jusqu'au coteau de Port-Sainte-Marie. La route ne constituait pas une limite. Voici maintenant photo ce que l'on peut voir venant d'Agen, ce bâtiment qui borde la route. Son peu de caractère fait qu'il échappe à l'attention de la plupart des automobilistes. Voici la cour intérieure, fermée avec son grand portail. Et elle a été étudiée, cette construction, par Alain Besky, rédacteur de l'Inventaire général du patrimoine. Je vais me contenter de résumer son article. Les seigneurs de Primet apparaissent dès le Moyen Âge, mais les constructions ne semblent pas antérieures au XVIIe siècle. Cette propriété, s'étendant depuis le fleuve jusqu'au coteau, comprenait en 1629 le manoir avec sa cour, un chai, des écuries, un jardin, une métairie attenante. Le seigneur avait le droit de pêche dans la Garonne. Le manoir est peut-être l'œuvre de Paul de Malvin, conseiller au Parlement de Bordeaux, actif en 1675. Quant aux dépendances, on les date des XVIIIe et XIXe siècles. Eh bien, Primet est un bon exemple d'une petite seigneurie essentiellement foncière, c'est-à-dire sans droit de justice. Ce type de structure est le cadre de vie de la majorité des habitants des campagnes de la Genève. Dès qu'il y a procès, il leur faut recourir au juge du chef-lieu de la juridiction, qui réside soit au château seigneurial, soit au bourg castral, soit dans la Bastide. Vous avez ici énuméré les éléments minimaux, les éléments obligés d'une telle seigneurie, qui sont d'abord une maison noble, appelée aussi repère, par extension château s'il y a un élément fortifié, comme une tour, une guérite,
un domaine noble, le jardin, le parc, parfois une métairie, qui sont exempts de la taille royale. Le domaine roturier, lui aussi, soumis à la taille royale, comme toute terre roturière, et des fiefs roturiers possédés par les tenanciers et source de droits féodaux. Quels sont ces droits féodaux? Eh bien, c'est la rente, qui est annuelle et perpétuelle. Alors, on l'appelle parfois le cens, les fiefs, les oblis, etc. Les lots et ventes, qui sont un droit de mutation, simplement. Des acaptes, qui se payent au décès du seigneur ou du tenancier. C'est parfois et du tenancier, d'ailleurs. Et le droit de retrait féodal, qui est un droit de préemption, c'est-à-dire que le seigneur a le droit de casser la vente et, moyennant remboursement, de s'approprier le terrain objet d'une transaction. Il faut néanmoins signaler une taxe sur ces seigneuries. Dès lors que le possesseur n'est pas noble, eh bien, il doit payer ce qu'on appelle un franc-fief. C'est une sorte de pénalisation pour les roturiers de posséder un domaine noble. Parlons des droits féodaux. Eh bien, pour percevoir ces droits féodaux, le seigneur dispose de deux instruments. Premièrement, un terrier. Qu'est-ce qu'un terrier? C'est un recueil d'actes notariés par lesquels les tenanciers se sont engagés individuellement à payer la rente à perpétuité, eux et leurs descendants. Et nous avons la chance, à Primet, de posséder 4 terriers allant de la moitié du XVIe siècle jusqu'à 1789. Ils ont échappé aux fureurs de la Révolution, et c'est une chance. Autre instrument assez peu connu, la liève. La liève, L-I-E-V-E, c'est un document dressé par le receveur seigneurial des rentes à l'aide du terrier. C'est une simple liste des propriétaires où est consignée la surface possédée, souvent par tènement. Le tènement est l'ancêtre de la section cadastrale, et donc, par multiplication, la rente à payer au prorata de la surface. La liève n'a pas de valeur juridique. Elle sera la première à être contestée par les paysans après la nuit du 4 août. Vous voyez ici les deux de ces terriers qui vous sont présentés, qui sont donc classés aux archives départementales. Eh bien, nous allons maintenant nous attaquer à l'histoire de Primet, c'est-à-dire en fait celle de ses seigneurs. Nous avons un Guillaume de Primet au XIIIe siècle qui nous est signalé par l'abbé Barrère dans son histoire de Port-Sainte-Marie, à laquelle je vous renvoie. Il est consul en 1224 et signe le pacte unissant plusieurs villes de la Genève en lutte contre l'évêque d'Agen, et tout ça, une ligue fomentée par le comte de Toulouse. Nous sommes alors en pleine guerre des Albigeois. Ce personnage réapparaît en 1243. Il ratifie la paix de Loris, accordée par Saint-Louis. C'est un traité très important puisque le frère de Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, va épouser la fille du comte de Toulouse, et le traité prévoit plus tard le rattachement de l'Agenais à la couronne. Et donc, c'est vraisemblablement le nom de famille de ce consul qui s'est attaché à la seigneurie de Primet. Il nous faut maintenant, faute de documentation, sauter 2 siècles. Nous trouvons sous Louis XI et nous trouvons la famille de Bézat. Les Bézat sont des bourgeois d'Agen, à l'origine d'ailleurs de la Bastide avortée de la motte Bézat, dont vous voyez un vestige à Boé, sur la rocade de Beauregard. Le texte qui est à l'écran, qui est très postérieur, nous indique qu'en 1472, Delphine de Bézat baille à Fief une terre appelée l'île de Primet, donc en bordure de la Garonne. Ce document nous apprend aussi qu'au XVIIe siècle, cette même terre est devenue la propriété d'un sieur de Bellegarde. Alors, qui est ce sieur de Bellegarde? Eh bien,
Ce n'est autre que le frère cadet, Daniel, du poète Théophile de Viau. Et Théophile de Viau avait beaucoup d'admiration pour son frère, puisqu'il en parle dans un de ses poèmes, ce frère qui était resté paysan. Là, d'un esprit laborieux, l'infatigable Bellegarde, de la voix, des mains et des yeux, à tout le revenu prend garde. Il connaît d'un exact soin ce que les prés donnent de foin, ce que nos troupeaux font de laine, et c'est mieux que les vieux paysans, ce que la montagne et la plaine nous peuvent donner tous les ans. Tout ceci pour que vous ayez bien en tête que Primet est tout proche de Boussert. Boussert, la maison de Théophile, comme elle est cartographiée d'ailleurs sur les cartes de l'époque. En 1551, la seigneurie va passer aux mains des Malvin par une vente. Jean de Nozières, sieur de Bézat, héritier de Delphine, vend à Charles de Malvin, conseiller au Parlement de Bordeaux, la seigneurie de Primet. Alors, les Malvins ne sont pas du tout inconnus dans cette région. C'est une famille d'origine chevaleresque et qui est à l'origine du couvent du Paravis. Donc, ça n'est pas rien. Le Paravis qui est non loin de Primet, non loin de Port-Sainte-Marie. Primet restera 200 ans dans cette famille et même jusqu'à la fin de l'Ancien Régime au sein de la noblesse parlementaire bordelaise. Charles fait partie de l'entourage de Blaise de Montluc. Il est le premier signataire de son testament, le 22 juillet 1576. Il possède aussi, en plus de Primet, une grande maison sur le bord de la rivière de Garonne, encadrée par, nous le voyons ici, par deux carreaux publics. Vous voyez le plan napoléonien qui la représente encore. Eh bien, elle paye de rente, nous dit la notice, 5 deniers. C'est 5 fois plus qu'une maison ordinaire. Par conséquent, si nous cherchons en bordure de la Garonne une maison 5 fois plus grande que les autres maisons, nous ne pouvons pas nous tromper en désignant ce fameux logis du prince de Navarre, que j'ai cerclé ici en noir, et qui a été signalé dans la revue consacrée à Port-Sainte-Marie, la revue de la Jeunesse, tome 149, 2022. C'est à cette maison que Coligny attacha son pont de bateau, fracassé par le moulin à nef lancé par Montluc sur la Garonne en crue. Nous étions le 21 décembre 1569. Dès lors, on comprend mieux d'où vient ce détail pittoresque rapporté par le vieux capitaine dans ses commentaires. Je cite, « Le moulin emporta tout. Il n'en demeura qu'un bateau qui était attaché à la muraille du logis de Monsieur le Prince de Navarre, futur Henri IV. » L'information qui est donnée ici par Montluc vient tout simplement du propriétaire de la maison, car Montluc n'est repassé à Port-Sainte-Marie que bien plus tard. Ce Charles est à l'origine de la branche des Malvins de Primet, qui est détachée des Malvins de Montazet, qui elle est plus connue puisqu'elle a donné à un archevêque de Lyon, Antoine de Montazet, primat des Gaules, au XVIIIe siècle. D'ailleurs, la généalogie des Malvins est accessible par Gallica sur le site de la Bibliothèque nationale. Elle a été faite d'ailleurs par le sieur Dauzier, généalogiste du roi. Avant de devenir seigneur de Primet, Charles, que vous voyez en surligné, est aussi seigneur de Cessac. Cette seigneurie est sur la commune de Hautefage, de façon indubitable et prouvée par les textes contemporains. Alors, je le signale parce que beaucoup d'historiens, peut-être même tous, s'y sont trompés et la situent soit en Gironde, soit dans le Lot. Notons que ce lieu a un rapport assez indirect, mais un rapport tout de même avec les Lacuées de Cessac, qui ont fait, ce personnage a fait l'objet d'un article dans la dernière revue de la Jeunesse que vous avez lu, je pense, avec intérêt. Charles, voilà, Cessac, vous voyez sur le cadastre napoléonien, qui était une
un lieu fortifié qui a été malheureusement démoli au temps de Louis XIII. Mais il reste tout de même les appellations Cessac, Roc de Cessac, Moulin de Cessac, qui prouvent l'importance de cette seigneurie. Donc à Hautefage, paroisse de Saint-Just. Passons à la descendance de Charles de Malvin. Vous voyez d'abord son cursus. Avant de devenir conseiller au Parlement, il était lieutenant au sénéchal d'Agen et avant professeur de droit à Poitiers et Toulouse. Et c'est comme lieutenant au sénéchal d'Agen qu'il a rencontré Montluc et qui lui a rendu quelques services. Charles laisse deux fils, Geoffroy, qui sera à l'origine de la branche des Malvins de Cessac, et Jean, qui va continuer celle des Primet. En plus, ce Geoffroy de Malvin mérite d'être, que l'on s'attarde sur lui. En plus d'être un juriste, Geoffroy était un homme de lettres, un poète, un orateur. Il a été conseiller au Parlement de Bordeaux et pendant 2 ans, il a côtoyé Montaigne, qui était également. C'est un homme de lettres et un orateur, toutefois, il n'abuse pas des fleurs de la rhétorique. C'est un défaut qu'il va reprocher à son frère Jean de Primet, dans cette lettre-ci, que je vous cite. « Monsieur mon frère, il y a une bien grande différence entre vous et moi, c'est que vous faites voir votre amitié en un bien riche et pompeux appareil, l'agencement de ces beaux ornements dont votre lettre est pleine, et moi, je vous la représente toujours nue, simple et sans aucune couleur. » Les Malvins, Geoffroy ou Jean, habitaient principalement Bordeaux la majeure partie de l'année, et on sait même où, rue du Loup, la rue du Loup, qui existe toujours à Bordeaux sous ce nom. Vous la voyez dans la perspective de la place Péberlan. Bien sûr, la maison a dû changer d'aspect, mais nous avons la référence, donc tirée des archives de Primet, du contrat de vente, puisque Charles avait acheté cette maison dès 1544, avant d'être seigneur de Primet, à un autre conseiller du roi, Jean de Belsier. Jean de Belsier, qui a ceci de notable que son fils Martial épousera une certaine Blanquine Équem de Montaigne, la tante de Michel, l'auteur des essais bien connus. Ce Geoffroy de Malvin a fait l'objet d'une biographie par l'historien Paul Courteau, et cette biographie a pu être établie grâce à un manuscrit très important nommé le manuscrit d'Elpite, du nom de l'érudit bordelais qui l'a découvert au XIXe siècle. Il est classé d'ailleurs à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Il s'agit d'un recueil de pièces diverses intitulées Poèmes, harangues, lettres, etc. et sous-titré Primet. Donc ce manuscrit a bien rapport avec notre sujet. On y trouve donc des textes d'un très grand intérêt. Vous les voyez listés. C'est bien sûr non exhaustif ici. Des lettres à Jean, son frère. Je vous en ai cité une d'entre elles. L'épitaphe de Janus Frégoso, l'évêque d'Agen. Les condoléances à la veuve de Montaigne. Une épitaphe de Montaigne, son collègue au Parlement pendant 2 ans. 2 lettres à la reine Marguerite, la reine Margot, sur ses sacs. Et une lettre d'Henri IV à Geoffroy, une lettre d'ailleurs peu aimable, écrite juste quelque temps avant son assassinat, 20 mars 1610. Je puis vous lire les condoléances à la veuve de Montaigne qui nous font bien préciser les relations qu'il y avait entre l'écrivain et ce Geoffroy. Madame, je voudrais ajouter mon regret d'avoir perdu un personnage si rare, si vertueux et si louable, et qui me faisait cet honneur de m'aimer. Sur tous, j'ai été serviteur très humble de feu Monsieur de Montaigne, et sur tous, j'en veux chérir la mémoire, votre très humble et affectionné cousin et serviteur. Alors, ce cousinage des Malvins, tant Geoffroy que Jean son frère,
avec Françoise de la Chassagne, la veuve de Montaigne, pose d'ailleurs un problème généalogique non résolu, donc appel aux bonnes volontés pour le résoudre. Mais surtout, ce manuscrit d'Elpite est très important car il contient une pièce entièrement, entièrement neuve, un Pyramétisbe en 764 alexandrin. Pyramétisbe, c'est justement le titre de l'unique pièce de théâtre composée par Théophile de Viau. Or, Jean de Malvin et Janus de Viau, père de Théophile, sont tous deux avocats au barreau de Bordeaux. Ils voisinent aussi en Agenais. Entre Primet et Boussert, il suffit de sauter un ruisseau minuscule que je vous ai représenté là sur la vue aérienne. Dès lors, ne peut-on imaginer que notre poète ait trouvé ici son sujet, à défaut d'inspiration, car, nous dit l'historien Paul Courteau, ces 764 vers sont, paraît-il, très mauvais. Je n'ai pas eu l'occasion moi-même de les lire et je me promets de le faire. Rappelons enfin que le manuscrit d'Elpite porte sur sa couverture le nom de Primet, ce qui autorise ce rapprochement. Jean de Malvin a épousé Charlotte de Sevin. C'est un mariage assez inattendu. Pourquoi? Parce que Charlotte de Sevin est la fille d'Hermand de Sevin, le président, juge-mage au présidial d'Agen, qui est l'ennemi mortel de Montluc. Or, Montluc, dont nous avons vu plus haut, l'amitié qu'il portait à Charles, le père de Jean. Mais on peut supposer une réconciliation organisée par les héritiers. Hermand était mort à l'époque du mariage. Leur fils Geoffroy II, qui lui va vivre le grand siècle, conseiller au Parlement, comme toute la famille, il a laissé une grande renommée, c'est lui que l'on appelle le Grand Malvin. Le Grand Malvin. Alors pourquoi? Parce que au moment de la Fronde, il va tenir tête à ses collègues du Parlement, qui s'étaient ralliés à la Fronde, en leur disant en substance ceci, qu'il se retirait de Bordeaux pour n'avoir point de part à la guerre qu'il faisait au roi. Et cette conduite lui valut une pension de Louis XIV. Comprenons que c'est une pension, vu la date, accordée par Mazarin, bien sûr. Une fille de Geoffroy, Olive, va entrer au Paravis en 1639 avec une dot assez conséquente, 2400 livres. Elle en sera la prieure en 1687. D'autres filles des Malvins sont entrées, elles aussi, au Paravis. Paul de Malvin, fils de Geoffroy II, conseiller au Parlement comme son frère. Donc c'est une succession familiale qui ne s'interrompt pas. Paul de Malvin, eh bien, c'est lui qui est censé avoir reconstruit Primet dans ce que nous voyons aujourd'hui, d'après Alain Besky. Il est père de Bernard, lui-même conseiller au Parlement. La charge s'est transmise de génération en génération, ce qui est très courant. Et ils ne vont laisser qu'une fille. Je m'excuse pour ne que. Ils vont laisser une fille, Marie-Françoise de Malvin, qui va épouser, pour faire bonne mesure, un Pierre-Joseph de Laborie, ou Laborie, qui lui est bien conseiller à la première chambre des enquêtes. Nous voilà remis dans les lignées des parlementaires. Laborie ou Laborie, l'un ou l'autre se dit ou se disent. Eh bien, ce Pierre-Joseph de Laborie a ceci de particulier, c'est que c'est un correspondant de Montesquieu. Il apparaît dans la correspondance complète de cet auteur. Vous avez ici les références de ces lettres. Je n'ai pu malheureusement consulter cette correspondance, mais là aussi je me promets de le faire pour l'article qui en résultera. Marie-Françoise de Malvin et Monsieur de Laborie vont avoir un fils qui, lui,
ne va pas suivre la carrière parlementaire. Il s'agit de Gabriel de Laborie, qui va plutôt suivre une carrière militaire. Il est chevalier de Saint-Louis. Il épouse tout de même Monique de Lansac, une fille de parlementaire, qui va lui apporter en dot un lieu prestigieux, le château de Roquetaillade. Le château de Roquetaillade en Gironde. Dès lors, pour Primet, ce sera, on va dire, le début de la fin. Cette famille, notamment Joséphine de Laborie, s'installera, va délaisser complètement Primet pour soit Roquetaillade, soit le château de son mari. Je reviens sur Gabriel de Laborie, c'est le dernier seigneur de Primet. Il sera en conflit avec un voisin au-delà de la Garonne, sur l'autre rive de la Garonne, le baron de Buzet, aussi seigneur de Thouars. Il s'agit d'un conflit, d'une contestation sur la propriété des îles. Les îles que vous voyez sur cette carte de 1750, qui est téléchargeable assez difficilement sur le site des archives des Yvelines. Vous voyez ces îles qui sont fluctuantes, telles qu'elles apparaissent en 1750, mais qui ont pu varier énormément. Et donc, le baron de Buzet revendique cette propriété. Et ça n'est pas pour rien, car les îles ont une importance économique. Il y a une végétation très, très productive. C'est aussi, rappelons-le, le lieu où Théophile de Viau a passé son enfance, et un peu comme il en parle comme un peu le paradis perdu de son enfance. Vous voyez les vers qu'il nous en a laissés. Il y fait référence alors qu'il est emprisonné à Paris, dans le cachot de Ravaillac. Et il pense donc à je verrai ces bois verdissants où nos îles et l'herbe fraîche servent aux troupeaux mugissants et de promenoirs et de crèches. L'aurore y trouve à son retour l'herbe qu'ils ont mangée le jour. Je verrai l'eau qui les abreuve et j'aurai plaindre les graviers et répartir l'écho du fleuve aux injures des mariniers. Alors disons il faut être idéaliste comme Baudelaire pour parler du chant des mariniers. Les injures des mariniers sont bien dans dans ce que l'on peut entendre. Vous voyez ces méandres que fait la Garonne. On peut imaginer les bateaux en proie aux embâcles, à toutes sortes d'obstacles pour naviguer au milieu de ces îles. Donc les injures des mariniers, c'est bien quelque chose que Théophile a entendu dans sa jeunesse, dans son enfance. Et nous arrivons à la veille de la Révolution. Il était temps, le 30 avril 1789, 5 jours avant la réunion l'ouverture des États généraux, eh bien, Gabriel de Primet va faire le compte de ses droits féodaux. Et c'est tout à fait intéressant. Ces droits féodaux perçus sur une période de 10 ans, depuis 1778. Je vous ai épargné la liste de ces droits féodaux, mais je vous mets le total. 2716 livres. Et dans le texte qui suit, Gabriel de Laborie, pardon, nous dit que les frais de perception sont très importants, font plus de la moitié. Bref, sur les 2716 livres, il n'en reste plus que 980 pour le Seigneur, pour lui-même. Mais ça, c'est sur 10 ans, ce qui fait 98 livres par an. Et c'est encore surestimé, car quand on lit le détail, certains propriétaires ont payé leurs droits féodaux sur 29 ans. 29 ans avant la prescription trentenaire qui ferait que ces propriétaires seraient totalement exemptés pour l'avenir de les payer. Donc, on voit bien que l'initiative du duc d'Aiguillon, le voisin de Primet, dans la nuit du 4 août 1789, de supprimer les droits féodaux, finalement, ça n'a pas toujours été un gros sacrifice. Bien sûr, je rectifie, ça n'est pas la totalité du revenu
de la seigneurie de Primet, il faut suppléer par les revenus du domaine, mais qui, eux, ne sont pas concernés par les événements de la nuit du 4 août. Le domaine qui faisait à cette époque environ 120 hectares en toute propriété. Gabriel de Laborie va émigrer sous la Révolution. On doit supposer qu'il a récupéré ses biens, dont Primet, puisqu'il passe, tous ses biens passent à sa fille Joséphine, qui va épouser le fils d'un conseiller au Parlement qui s'appelle Henri Clément Leblanc de Mauvezin. Leblanc de Mauvezin, Mauvezin en Médoc. Il y a beaucoup de Mauvezin, mais celui-là est en Médoc, il est à la tête d'un grand vignoble. Et le château, d'ailleurs, va être rebâti par Henri Clément de Mauvezin en 1852. Et ce Clément-Henri Leblanc de Mauvezin va décéder presque en même temps, la même année que son épouse, après quoi leur fils va, par une succession de décès, rester seul propriétaire de l'ensemble des propriétés, c'est-à-dire le château de Mauvezin en Médoc, mais aussi, souvenons-nous, de Roquetaillade. Roquetaillade qui a suivi l'héritage de Joséphine de Laborie, et Primet également. Vous voyez que ce Louis a un nom un peu bizarre, Lodoïs. Eh bien, ce Louis est un adepte du style troubadour, qui est en fureur à cette époque-là. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Et grâce à l'héritage dont il est seul détenteur, grâce aux revenus de Primet, les 120 hectares en question, il va pouvoir donner libre cours à sa passion. Et sa passion va passer par Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, qui va s'attaquer à mettre au goût de l'époque le château de Roquetaillade, non seulement les extérieurs, vous les voyez ici, d'ailleurs que l'on peut comparer avec une gravure de Léon Gros, mais surtout l'intérieur, entièrement repris, réinventé, et avec ceci de particulier, cela concerne non seulement l'architecture intérieure, les cheminées, etc., mais aussi le mobilier. Alors, vous voyez ici la chambre rose que l'on peut visiter, mobilier entièrement né de l'imagination de Viollet-le-Duc. Vous voyez ici sur la somptuosité du décor et le M de Mauvezin, bien sûr. Il n'y a d'ailleurs pas jusqu'au lambris des plafonds qui ne soit décoré. Notez bien en haut à gauche le cheval blanc. Peut-être est-ce le cheval pâle de l'Apocalypse qui est le symbole de la mort qui approche. En tout cas, tous ces décors font l'admiration des visiteurs sur plusieurs générations et je vous invite à vous joindre à eux. Les successeurs de Louis Leblanc de Mauvezin, décédé sans enfant, vont disperser le domaine de Primet parce qu'ils sont établis très loin. Vous voyez les cousins d'Abédi établis à Nevers et à Moulins, d'autres cousins dans le Gers, dans le château de Castex. Vous avez le blason de cette famille d'Abédi de barons. Et donc, il est dommage que nous n'ayons pas les registres du notaire, le notaire Dupin de Port-Sainte-Marie. Nous aurions pu suivre le démembrement, le dépiècement du domaine de Primet, et nous aurions su par quel moyen ce domaine est arrivé dans les mains de la famille d'Ossevin. Voilà, j'arrive au terme de cet exposé, et j'espère donc que vous aurez pu voir cet édifice et changer votre regard sur ces vieilles pierres qui bordent la départementale 813 entre Port-Sainte-Marie et Aiguillon et qui s'appelle Primet. Merci de votre attention.